Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité vendéenne. Et à la une, ce 4 avril, nous reviendrons sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour. Cette toute nouvelle épreuve cycliste faisait escale en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'arrivée. À noter la victoire de Brian Coquard de l'équipe Cofidis après 147 km. Un projet de loi à propos de la fin de vie sur la table des parlementaires avant l'automne 2023. Une annonce qui fait écho au combat de la famille Pierrat pour le droit à une aide active à mourir, à découvrir dans quelques instants. Enfin, la région réfléchit à ouvrir une ou plusieurs haltes ferroviaires sur la ligne Nantes-Bordeaux. Dans ce journal, vous entendrez les élus du sud du département. Ils viennent de se réunir au Velluire-sur-Vendée pour défendre ce territoire. Mais d'abord, nous avons appris aujourd'hui le décès de l'ancien maire de Saint-Georges de Montaigu, Michel Bonnet, maire de 1982 à 1995. Il fut également élu du district de Montaigu entre 1977 et 1995. Dans un communiqué, Antoine Chéreau, le président de Terre de Montaigu, rend hommage à un homme, je cite, discret, travailleur et passionné, un maire bâtisseur. Le premier édile est décédé hier à l'âge de 86 ans. Brian Coquard vient de remporter la première étape du Région Pays de la Loire Tour. Cette toute nouvelle épreuve cycliste traverse en 4 étapes les 5 départements de la région. La première journée reliait Saint-Père-en-Retz et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles, où nous retrouvons Colline Davy. 5 ans après le dernier passage du Tour de France ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le vélo revient. Et pour l'occasion, un village était mis en place à quelques pas de l'arrivée. Comme vous le voyez, c'est un peu la fête du sport ici aujourd'hui. Un stand de caricatures, de la musique, même le soleil est de la partie pour accueillir les Gilocruciens avant l'arrivée du peloton. Et puis la région l'avait annoncé, ce tour c'est aussi l'occasion de promouvoir le sport auprès des jeunes. Alors pour leur en mettre plein la vue avant même l'arrivée des coureurs internationaux, le public avait droit à une démonstration de VTT trial de haut niveau. De quoi impressionner quelques amateurs présents sur place. Écoutez vous-même ces quelques élèves de Saint-Gilles devant la démonstration. Je trouve que les figures qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Surtout quand il monte sur les palettes. Ouais, avec les roues arrière et tout ça, ça demande énormément de travail. Il n'a pas peur de tomber, déjà, et moi je serais pas capable de faire ça à son âge. Ça te donne aussi des techniques si tu veux essayer de reproduire. Puis tout à l'heure, mon petit-fils m'a téléphoné qu'il faisait de l'animation de trial, donc je suis venue pour le voir. Ça apporte une animation, c'est toujours, en plus on a le soleil, c'est génial, donc ça donne une bonne image de Saint-Gilles. C'est surtout pour voir l'équipe, notre équipe vendéenne, Direct Énergie, et puis les autres naturellement, il n'y a pas que, mais bon. C'est super impressionnant de voir des coureurs comme ça qui vont faire du vélo comme ça. Parce que c'est super impressionnant de les voir passer devant nous. On ne s'imagine pas qu'ils roulent à une telle vitesse. Enfin, c'est super impressionnant. On habite à Saint-Gilles et du coup on trouve que c'est super d'organiser ce genre de choses ici. Voilà, mais il faut le dire, la véritable attraction ici, c'est bien l'arrivée de cette première étape. Les coureurs devaient s'élancer de Saint-Nazaire ce midi, mais le départ a été quelque peu modifié. Ils ont finalement débuté le parcours depuis Saint-Père-en-Retz. En revanche, c'est bien ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que les coureurs sont arrivés après 162 km parcourus, dont une bonne partie sur le littoral atlantique. Prochaine étape ce mercredi au départ de Clisson. Au chapitre santé, l'ADAPI-ARIA vient d'organiser une deuxième campagne de recrutement. C'était à Mouilleron-le-Captif et les candidats étaient reçus au cours d'un job dating. L'association proposait 75 postes répartis sur 50 sites et la grande majorité des offres concernaient l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Malgré de nombreux profils intéressants, ce job dating ne suffit pas à pallier le manque de professionnels dans ce secteur sous tension. On fait face à une vraie tension des ressources. On a de moins en moins de personnes qui souhaitent nous rejoindre. Le marché de l'emploi est tendu sur ce secteur médico-social et clairement c'est pour ça qu'on organise notamment ce job dating pour réussir à aller capter des profils qui ne viendraient pas à nous naturellement par les candidatures sur notre site internet ou autre. Et donc on crée ce genre d'événement pour justement multiplier les candidatures dans ces contextes de tension et de pénurie de ressources. Le cadre actuel de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? C'est la question à laquelle 184 citoyens ont répondu ces 4 derniers mois. Reçus hier à l'Élysée, les tirés au sort ont remis leurs conclusions au président de la République. Emmanuel Macron a tout de suite annoncé un projet de loi à l'horizon été 2023. En France, certains espèrent une évolution vers cette aide active à mourir. C'est le cas par exemple des Pierrat, une famille vendéenne.
Hervé a été l'un des tout premiers cas d'application de la loi Leonetti. Sa mère a récemment partagé leur parcours dans un livre, Rencontre avec Alix Lanos. Notre fils Hervé a survécu, végété, dans une dimension où le temps s'écoulait sans lui. Pendant 8 ans et demi. Hervé avait 20 ans en 1998 quand il a tenté de se suicider. Souffrant de lésions cérébrales irréversibles, il passera donc 8 ans en état de coma végétatif. 8 années pendant lesquelles ses parents auraient voulu pouvoir mettre un terme à ses souffrances. Alors on se l'est dit tout de suite, mais on savait qu'on n'avait pas la loi de notre côté. Mais nous avions déjà entrepris d'informer toutes les instances médicales et politiques de l'époque. En 2005 passe la loi Leonetti, première loi spécifique à la fin de vie. Paul et Daniel font une demande d'application de cette loi au médecin d'Hervé. Il faudra encore plus d'1 an de douleur avant que leur requête soit approuvée. En novembre 2006, l'alimentation et l'hydratation du jeune homme sont stoppées. Il décédera sans aide active à mourir après 6 jours d'agonie. Un drame de plus pour ses parents. Mon fils est décédé, donc sans hydratation et sans nutrition, mais parallèlement et surtout sans traitement. C'est-à-dire qu'il est mort sans médicaments du tout. Donc son organisme a beaucoup souffert. Alors Paul et Daniel mènent aujourd'hui un combat sans relâche pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Je suis sûre que notre deuil aurait été différent. Cette intention de ne pas vouloir faire mourir, mais laisser mourir, ça a provoqué des drames abominables. Le nôtre en a fait partie, bien sûr. On a fait la promesse dans sa chambre de se battre pour que ce qui lui arrive et ce qui nous arrive n'arrive pas à d'autres. Et maintenant, ça fait 17 ans que nous nous battons pour qu'il y ait une loi qui permettre une aide active à mourir. Il faut vraiment décortiquer la loi actuelle, la modifier et faire en sorte que des cas extrêmes puissent être soulagés. La Convention citoyenne sur la fin de vie travaille sur le sujet depuis des mois et vient de rendre ses conclusions en faveur d'une évolution de la loi. Renforcement des soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie active, c'est au gouvernement qu'il reviendra de faire évoluer ou non la loi sur la fin de vie. Et dans le détail, 76% de oui, 23% de non en faveur d'une aide active à mourir. Et près d'un quart des citoyens s'opposent donc à ce changement du droit. Un avis partagé par une partie de la population, à l'instar de l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Jacques Potier, le président vendéen, redoute un déni de fraternité et une solution choisie par les personnes fragiles et vulnérables. Il en appelle donc au discernement, bien qu'il comprend et respecte l'opinion de la famille Pierrat. Comme toute loi, elle peut avoir ses limites et il peut y avoir des situations particulières qui font que on s'interroge. Mais pour nous, des cas particuliers ne nécessitent pas forcément, ils nécessitent un dialogue, une concertation, ils ne nécessitent pas forcément une nouvelle loi. Appliquons d'abord pleinement ce qui est dans la loi Claes-Leonetti, notamment le développement des soins palliatifs. Et pour être tout à fait complet, notez qu'une grande partie du rapport, accepté par 94% des citoyens, revient sur le développement des soins palliatifs et une attention plus importante envers le monde médical. Autre titre de l'actualité, une halte ferroviaire pour le sud-est du département sur la liaison Nantes-Bordeaux. C'est le souhait de plusieurs élus réunis vendredi à l'ancienne gare au Velluire-sur-Vendée. Aujourd'hui, le train s'arrête à La Roche-sur-Yon et Luçon, laissant le sud-est du département sans solution. La région envisage une ou des ouvertures de stations et 3 candidatures sont à l'étude. Nallier, Champ-Saint-Père et les Velluire-sur-Vendée donc. Cette gare pourrait servir à plus de 35 000 Vendéens. Mon rôle, évidemment, c'est de défendre cet aménagement de territoire. Vous savez, c'est important pour nous. On a obtenu, grâce au président Leboeuf, une 3 voies vers La Rochelle. Et aujourd'hui, il s'agit d'un arrêt ferroviaire, d'une halte ferroviaire au Velluire, qui finalement est un peu la gare de Fontenay également, puisque nous n'avons plus de gare. C'est pour ça qu'on appelle cette halte Fontenay-Velluire. Il y a 3 haltes possibles sur ce territoire du sud Vendée. Je vais défendre bien sûr les 3. Mais s'il n'y en avait qu'une seule, eh bien en termes d'aménagement du territoire, c'est celle qui est la plus près de Fontenay-le-Comte et qui doit être privilégiée. Voilà pourquoi je suis ce soir ici avec l'ensemble des élus, avec la population, pour redire combien je tiens à ce mode de déplacement, le train.
Tout autre chose à présent. Ce week-end, le Pays des Achats organisait des portes ouvertes pour célébrer ses 30 ans. Les 20 000 habitants étaient invités à une chasse au trésor pour mieux comprendre les missions de la communauté de communes. 11 villes réunies en 1993 pour participer au développement économique et renforcer la solidarité du territoire. Les poubelles passent, on ne s'occupe pas si c'est... Voilà. Hein. Les enfants sont gardés, on ne s'occupe pas qui gère. Voilà. C'est pour essayer de faire découvrir à un maximum de personnes le rôle et le fonctionnement d'une communauté de communes. Un rôle de moteur, un rôle de mutualité aussi. Plutôt que chacun ait sa salle des fêtes, peut-être avoir une salle des fêtes pour une salle de sport pour 3 communes, et ainsi de suite. Mutualiser, mais apporter le même service aux habitants. Et les habitants n'ont pas toujours, justement, on dit, oh, voilà, comme c'est un gros truc où il y a 200 personnes, mais on n'a pas du tout le nombre de services qui sont offerts aux habitants. Voilà pour l'actualité. Allez, un petit dernier mot de météo avant de conclure ce journal. Quelques nuages, mais surtout du soleil pour demain matin en Vendée. À noter les minimales, ce sera pour la Châtaigneraie Montaigu-Vendée, 0 degré. Le thermomètre affichera 1 degré du côté de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Pour les maximales, vous le voyez sur votre écran, cap sur les côtes, avec 5 degrés pour les îles, l'île-Dieu et l'île de Noirmoutier. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité revient dès demain matin à 7h en direct. Vous retrouverez Caroline Tronche. Et pour notre part, on se donne rendez-vous à 12h30 pour un prochain point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure ou à demain.